Bonjour Gilles Rivière-Eckstein. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions agricoles et environnementales. Oui. Alors nous venons d'entendre Arnaud Rousseau, la FNSEA, les jeunes agriculteurs également qui ont appelé à la levée des blocages suite aux nouvelles annonces de Gabriel Attal. La circulation reprend peu à peu sur Mmh. certains axes routiers. Est-ce que l'on se dirige, selon vous, vers la fin de ce mouvement de contestation? Alors, la fin du mouvement de contestation, en tout cas sur les blocages, visiblement, pour l'instant, oui. Sauf que, je ne suis pas certain que la colère soit vraiment retombée dans les campagnes. Les annonces qui ont été faites ne me semblent pas être vraiment à la hauteur dans les mesures, pratiques, dans les mesures qui ont été prises, plus que dans l'esprit général. Alors justement, sur le terrain, effectivement, cette demande de levée de blocage ne fait pas tout à fait l'unanimité. Certains militants souhaitent toujours entrer dans Paris. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque de division du mouvement? Oui, alors, il n'y a pas de risque de division du mouvement parce que, tout simplement, le mouvement n'a jamais été, uniforme. C'est un mouvement, il faut bien le comprendre, qui provient de la base. C'est pas un mouvement qui a été lancé par un syndicat, voire une coalition de syndicats. C'est pas un mouvement qui demande une mesure sectorielle. C'est un mouvement qui est parti, qui a commencé, en fait, au mois d'octobre dernier, qui n'a pas été entendu par les pouvoirs publics et qui consistait à renverser, si vous vous rappelez, les affiches qu'on met, devant les villages, en disant un message très clair: «On marche sur la tête». Avec des actions effectivement spontanées. Tout à fait. Et donc c'est pas les syndicats sont venus derrière pour essayer de maîtriser un petit peu ce mouvement et un petit peu l'organiser. Mais le marche sur la tête, est-ce qu'il a été renversé? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les mesures qui ont été prises, le monde agricole a l'impression que désormais nous allons marcher correctement? Là, je pense pas du tout. Alors vous, justement, Gilles Rivière-Weinstein, vous connaissez ces questions-là particulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris la mesure de cette colère? Je pense que le gouvernement n'a pas franchement pris la totale mesure. Dans son discours, c'est plutôt pas mal. C'est l'idée que maintenant on a compris que vous voulez produire, on va vous aider à produire. Mais quand vous regardez l'ensemble des mesures qui sont prises, beaucoup sont très bonnes, mais on n'a pas l'impression que le logiciel a radicalement changé. C'est-à-dire, vous craignez un effet d'annonce? Il y a des mesures qui sont bonnes, mais quand on va regarder dans les détails, on va voir que ça va commencer à coincer. Je vous prends un exemple. On a entendu sur Ecophyto, donc il y a quelque chose qui est très important pour le monde agricole, une pause. Quand on lit le texte, c'est une pause jusqu'au salon de l'agriculture. C'est pas une pause très longue. Qu'est-ce qui va se passer après? Oui, on va changer des indicateurs. C'est pas un moratoire. On a entendu, qu'on allait, infléchir la politique du Green Deal, Farm to Fork, mais infléchir dans quel sens? Quel objectif? On n'a pas entendu qu'on allait la changer. Ce que le monde agricole demande, c'est qu'on renverse les priorités. C'est-à-dire que l'agriculture ne soit plus soumise aux injonctions de l'environnement. C'est ça qu'elle demande. Alors, il y a d'autres revendications, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit traduit dans des mesures concrètes. Alors justement, à Bruxelles, jeudi, Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait, je cite, revoir la logique et l'approche européenne sur l'agriculture. Vous faisiez notamment référence au Green Deal européen. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, que le gouvernement français va être entendu par Ursula von der Leyen? Mais je pense que c'est au gouvernement français à se bagarrer avec les autres pays, pour qu'on change de logiciel à Bruxelles. Enfin, c'est quand même pas elle qui dirige l'Europe. Ça veut Il dire faut quoi changer de logiciel? Eh ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ça veut dire arrêter de mettre l'agriculture toujours et systématiquement au second plan. Je vous prends quelques exemples. Vous comprenez bien que ce n'est pas simplement une question du Green Deal. Quand on a décidé de faire un embargo sur les produits russes suite à l'invasion il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a réagi de manière identique en bloquant toutes les importations de produits alimentaires européens. On s'est retrouvé donc avec des surplus de pommes polonaises dont on avait financé les vergers pour qu'ils aillent exporter en Russie, et ces pommes polonaises se sont retrouvées sur le marché européen, ont déstabilisé entièrement le marché européen. On aurait pu le savoir, ça. Donc on a fait payer aux producteurs de pommes européens le boycott. Deuxième exemple, l'Ukraine. On veut aider l'Ukraine, c'est très bien, tout le monde est pour. Sauf que, du coup, on laisse entrer sur le territoire européen, 250 000 tonnes de volailles, ça déstabilise le marché de volailles. On laisse entrer des céréales, le sucre, on laisse rentrer du sucre, ça déstabilise le marché du sucre. Tout ça aurait pu être anticipé. On a l'impression que non, finalement, c'est pas grave, on laisse les agriculteurs payer. Encore un autre exemple. Vous avez invité Pascal Canfin, qui vous a expliqué que finalement le traité avec la Nouvelle-Zélande, c'était très bien, parce que ça impliquait
ça nous permettait, nous autres Européens, d'être plus présents dans le Pacifique. Il a raison, mais il a aussi ajouté, et tant pis pour les moutons français. Donc, si vous voulez ça, de nouveau, on voit que systématiquement, l'agriculture paye les frais de politique stratégique, commerciale ou politique plutôt stratégique. Et donc, ça, les agriculteurs n'en peuvent plus. Le Green Deal, c'est la même chose. C'est qu'au nom de la décroissance, on va imposer des règles, des normes qui va finalement permettre ou plutôt empêcher les agriculteurs européens à produire. On parle quand même d'une décroissance de 15% dans le monde agricole. Ce Green Deal, justement, pour le moment, le volet agriculture n'a pas été voté. Pourquoi ce plan, ce dispositif cristallise-t-il autant les tensions alors même qu'aucune mesure concrète n'est pour l'instant entrée en vigueur? Parce qu'en fait, la philosophie de ce plan, elle est déjà en vigueur depuis longtemps. Elle a été d'ailleurs en vigueur en France depuis le Grenelle de l'environnement, parce que le Grenelle de l'environnement, c'était finalement la première fois où on affiche clairement des engagements environnementaux au détriment de la production. Alors certes, Nicolas Sarkozy, 2 ans plus tard, a dit l'environnement, ça suffit, mais la machine a été lancée et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Donc vous avez toute une série de normes françaises, d'abord, qui ont été mises en place pour sauver l'environnement, sauver la biodiversité, sauver le climat, et chaque fois au détriment de l'agriculture, notamment, pas que. Et à l'échelle européenne, c'est la même chose. Cette logique-là, elle est en place depuis au moins une dizaine d'années. Ça veut dire que le Green Deal, finalement, ce n'est rien d'autre que la consécration d'une politique décroissante. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment donné où on a mis en place le Green Deal, ce Green Deal a été confié, la gestion de ce Green Deal a été confiée au vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui a pris comme chef de cabinet un ancien de chez Greenpeace, M. Sanson, dont l'objectif était de transformer le Greenpeace dans une politique décroissante. Et ils l'assument clairement. Ils disent clairement, nous, la décroissance, c'est la manière pour l'Europe de faire un geste pour la planète. C'est quoi? C'est de l'écologie politique radicale? Oui, tout à fait. C'est de l'écologie politique radicale. Alors qu'il y a d'autres voies pour défendre l'environnement. On pourrait, par exemple, si on voulait vraiment sauver le climat à l'échelle européenne, on aurait pu faire un Green Deal, par exemple, pour favoriser les pays à adopter l'énergie nucléaire. Or, on ne le fait pas. On sait très bien que l'énergie nucléaire, c'est quand même mieux que le charbon, le gaz. On ne le fait pas. Donc, on voit bien que le Green Deal, l'environnement, finalement, aujourd'hui, c'est le cache-sexe de la politique décroissante. Quel est le péché originel de ce plan? Est-ce qu'il y a un manque de prise en compte, des différents besoins des agriculteurs? Tout à fait, le secteur agricole, mais pas que. Le Green Deal, si vous voulez, ce n'est pas que le monde agricole qui est concerné. C'est l'idée de désindustrialiser l'Union européenne dans tous les domaines. Aujourd'hui, la crise ukrainienne et le Covid a tout à coup fait comprendre aux gens que finalement, à force de ne rien produire chez nous, on importe tout. On n'a plus de masques, on n'a plus rien. Ouais. Et donc ça, c'est pour ça que ça a changé radicalement la perception que les gens ont jusqu'au Covid, si vous voulez. Tout le monde était plutôt favorable. Tout le monde disait très bien, si on produit, on va arrêter de produire. Voilà, si on produit moins, c'est pas grave. On n'a qu'à importer plus et puis c'est bon. Voilà, c'est très bien. Justement, je voudrais qu'on comprenne bien quel serait l'impact de ce Green Deal, le volet agriculture, le Farm to Work. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Et surtout, voilà, quel serait l'impact sur nos productions, sur les productions agricoles? Mais c'est une déstabilisation complète du marché en réalité, parce que au minimum, c'est une baisse de production de 15%. Au minimum. Donc c'est une décroissance agricole, dans une situation où les agriculteurs ont besoin de croissance, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin. Donc on pourrait parfaitement avoir une autre politique. Donc c'est une catastrophe programmée pour l'agriculture de la même manière que ça l'est pour d'autres secteurs économiques. En termes de sécurité alimentaire, combien de temps peut-on tenir aujourd'hui? Le problème n'est pas là, parce que nous avons de l'argent. Donc on peut toujours tenir, nous sommes riches, donc on pourra toujours acheter. En achetant. Mais au détriment de la qualité de la production, au détriment de nos producteurs et au détriment du pouvoir d'achat des gens. Et là, je vous parle de notre production. Combien de temps tient-on avec ce que l'on produit sur le territoire français? Mais même pas un jour, puisqu'en fait, on ne produit pas assez nous-mêmes déjà. On est totalement dépendant d'autres pays, ne fût-ce que pour nourrir le bétail. Donc si demain, il ne faut pas croire que l'Europe, aujourd'hui, est en surproduction agricole. On est importateur net de plein de produits. Donc on ne tiendrait pas si on regarde tout en une fois. Bien sûr qu'il y a des secteurs dans lesquels nous sommes exportateurs. Le vin, par exemple. Enfin, on ne va pas vivre que de vin. Mais le bétail, par exemple, animal, la production de protéines,
On est importateur net. Alors même que nous avons les moyens de produire sur nos territoires. Oui et non, parce qu'attention une seconde, hein, je pense qu'on est dans... Si on veut vraiment produire plus de protéines en Europe, il faudrait le faire au détriment d'autres cultures. Hein, donc on peut pas... Voilà, il faut quand même... Attendez, il y a quand même une population à nourrir, on est 400 millions de personnes quand même. Ça se nourrit pas... C'est pas avec des petits jardins potagers que vous allez nourrir 400 millions de personnes. Alors, vous faisiez référence tout à l'heure à Pascal Canfin, justement, l'un des architectes de ce Green Deal au Parlement européen. Il débattait avec François-Xavier Bellamy dans l'émission Esprit libre sur le Figaro TV jeudi soir. Voici ce qu'il dit. Si je prends la racine de notre désaccord, c'est le mot que tu viens d'employer qui serait de dire le Green Deal, le pacte vert, la stratégie européenne, c'est une stratégie de décroissance. Or, il n'est nulle part, nous n'avons voté de texte, nulle part dans aucune des lois européennes dont on parle, il est écrit que nous allons organiser la décroissance, réduire la production, fixer des objectifs de baisse de production, etc. Ce n'est pas tout à fait ce que vous disiez. Non, mais attendez, c'est de l'hypocrisie totale. Il y a 5 rapports qui sont sortis. 5 rapports qui sont sortis pour voir les conséquences de la mise en place des mesures qui sont dans le pacte vert. Tous les rapports qui sont sortis d'organismes différents prédisent une diminution entre 10 à 30% de production secteur par secteur. Donc il sait très bien. D'ailleurs, c'est pas difficile. Même les services économiques de la Commission ont fait un rapport qu'ils ont donné à la Commission montrant qu'il y aurait une décroissance de la production agricole. Simplement, ce rapport a été mis pendant 1 an sous la table, de manière à ce que les parlementaires européens n'en aient pas accès, et il a été rendu public plus tard. Donc tout le monde sait que ça, c'est pas du tout vrai. J'insiste parce que Pascal Canfin l'a dit à plusieurs reprises, notamment dans cette émission, mais même dans d'autres médias. Il dit que la recherche de souveraineté, c'est l'une des finalités majeures de ce Green Deal. Est-ce qu'une souveraineté agricole française est possible tant que ce Green Deal est dans les tuyaux? Absolument non, c'est pas possible du tout. Et d'ailleurs, après, il faut voir ce qu'on veut mettre derrière souveraineté alimentaire, parce que dans souveraineté alimentaire, vous pouvez tout à fait prendre en considération le fait que vous importez. C'est pas une autonomie alimentaire. Souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que si j'ai suffisamment d'argent, je peux toujours avoir des céréales. C'est à peu près le cas, si vous voulez. Donc il faut bien, les gens mélangent un petit peu souveraineté alimentaire et autonomie. Autonomie, c'est impossible. Souveraineté, tant qu'on a un chéquier et qu'on peut faire des chèques, on peut toujours s'alimenter. Comment concilier défense de l'environnement et protection de l'agriculture française et européenne? Il n'y a pas de contradiction. Mais comment les réelle. concilier? En prenant des mesures qui vont dans le bon sens, mais beaucoup des mesures aujourd'hui qui sont prises ne sont pas prises en fonction de même des besoins agricoles. Je vous prends un exemple très simple. On interdit les néonicotinoïdes. C'est un pesticide, effectivement un insecticide qui a des effets absolument délétères sur un certain nombre d'organismes. Personne ne le conteste. Sauf que quand il est utilisé correctement, ses effets sont quand même relativement mesurables. On l'a interdit, on remplace par des traitements foliaires dont les effets délétères sont beaucoup plus importants. Donc là, on marche sur la tête. À nouveau, on dit aux agriculteurs, arrêtez ça, c'est pas bon pour l'environnement. Et on les force, quelque part, pour sauver leur culture, à utiliser des produits qui sont beaucoup plus toxiques pour l'environnement. Donc, c'est là où on marche sur la tête. Les agriculteurs ne vous disent pas, nous, on veut empoisonner la planète et détruire l'environnement. Ils vous disent, donnez-nous des mesures qui nous permettent de respecter l'environnement tout en produisant. Est-ce que vous dites également qu'il faut tout simplement revoir les priorités, c'est-à-dire d'abord la production agricole et ensuite les objectifs environnementaux? Absolument, je pense que, comme dans tous les secteurs. Enfin, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Premier ministre a clairement dit la décroissance, c'est la fin de notre modèle social. Ce que ça veut dire, si vous inversez les choses, c'est que la croissance, c'est ce qui est nécessaire pour notre modèle social. Donc, quand on parle de décroissance, il faut bien voir ce que ça implique. Ça implique qu'il y ait des choses très concrètes sous votre niveau de vie, pas simplement matériel, mais ça veut aussi dire peut-être avoir moins d'argent pour beaucoup, beaucoup d'autres domaines, comme l'éducation, etc. Quand on exporte nos céréales, ça participe à la balance commerciale, ça participe au fait qu'on ait de l'argent pour financer nos hôpitaux, pour nous financer... vous voyez, c'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Donc la décroissance, c'est pas simplement quelque chose qui va mettre à mal l'agriculture. La décroissance va avoir des effets très directs sur votre propre niveau de vie et même sur votre espérance de vie. Donc oui, la priorité devrait à nouveau être
la croissance, la production, parce qu'on en a besoin, et pas qu'agricole. Ça doit se faire dans le respect de l'environnement et ça doit se faire avec des objectifs même d'améliorer l'environnement. Et c'est parfaitement compatible. Je vais prendre un exemple qui n'est pas agricole. Rapidement. Le nucléaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir plus de nucléaire, c'est quand même mieux pour l'environnement que d'avoir du charbon et du gaz. Pourquoi est-ce que les mouvements écologistes sont contre l'énergie nucléaire? C'est tout à fait aberrant. On voit bien qu'une partie de la solution pour pouvoir avoir un meilleur environnement, c'est le progrès scientifique, c'est le progrès technologique. En agriculture, il y a beaucoup de pistes prométhéeuses, mais bon, encore faut-il les adopter. Merci beaucoup, Gilles Rivière-Wechstein. Je précise que vous êtes fondateur de la revue Agriculture et Environnement. On retrouve d'ailleurs vos éditos sur le site agriculture-environnement.fr.